Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette session qui vise à redonner vie à la planification. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et pour moi ça commence très mal parce que planification c'est un mot trop long, c'est un mot à 5 syllabes et qui me rappelle deux souvenirs personnels que je vais me permettre d'évoquer. Le premier, c'est un jeu de société qui était arrivé chez moi quand j'étais adolescent qui s'appelait Ecoplani. Et quand on avait joué 3 ou 4 parties, on comprenait que quand on tombait sur la case « vous pouvez investir 110 milliards d'euros dans des investissements publics », il fallait le faire parce que c'était comme ça qu'on gagnait la partie. C'était la planification indicative à la française qui était en vigueur depuis 2 ou 3 décennies. L'autre souvenir, c'est un cours à l'université un peu plus tard que j'ai eu avec Marie Lavigne. Marie Lavigne, c'était une économiste qui était spécialisée, une des spécialistes mondiales des économies centralisées. Elle m'avait raconté une anecdote qui m'avait beaucoup frappé. C'est que quand elle allait voir ses amis à Moscou, c'était à l'époque de l'URSS, elle apportait des ampoules électriques. Et elle apportait des ampoules électriques parce que la production d'ampoules électriques était planifiée. Et donc les usines devaient produire une certaine quantité. Et cette quantité, ce n'était pas le nombre d'ampoules, c'était les watts. Donc les usines fabriquaient des ampoules de 500 watts, ce qui en table de chevet, par exemple, n'était pas très agréable. Et donc tous les soviétiques qui avaient des amis qui venaient de l'étranger demandaient qu'on leur apporte des ampoules électriques. C'était la planification impérative à la soviétique qui n'a pas très bien marché. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Parce que moi je vous parle de vieillerie. Eh bien il y a au moins 2 raisons. La première, c'est que la planification en Chine semble avoir donné des résultats infiniment positifs, là où la planification soviétique semble avoir été l'une des causes de l'échec du projet de l'URSS. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on se rend bien compte que si on veut avancer vraiment sérieusement dans la transition écologique, les forces du marché laissées à elles seules ne vont sans doute pas suffire et des formes de planification pourront être utiles. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Je vous présenterai les intervenants au fur et à mesure de leur intervention et je vais donner la parole à Hélène Ray. Hélène qui est le représentant du Cercle des économistes dans cette session. Elle est professeure on the leave à la London Business School. J'en veux beaucoup parce que les on the leave, parce qu'elle va à la Banque des règlements internationaux où elle va devenir la banque centrale des banques centrales, comme on dit, où elle va devenir économiste en chef et donc elle va avoir un devoir de réserve qui l'empêchera d'écrire dans les colonnes de mon journal, ce qu'elle faisait depuis plusieurs années. Hélène, à toi la parole. Merci beaucoup Jean-Marc. Alors, je vais commencer par aller un petit peu en 1946, qui était juste après la Seconde Guerre mondiale, et la France avait une économie exsangue, on se souvient de cette période. Et à ce moment-là, Jean Monnet a convaincu le général de Gaulle de créer le commissariat au plan. Oh, mon voisin là est l'héritier. Et c'était une période où il y avait on avait très peu de ressources, on avait très peu de capital. En fait, on utilisait aussi de l'argent qui venait du plan Marshall. Et c'était une période très compliquée d'un point de vue politique, d'un point de vue de relations internationales. Et pourtant, Jean Monnet a réussi. Il a réussi son pari de reconstruire, enfin d'aider à la reconstruction de la France. Il a réussi parce qu'il a mis en place, il avait une stratégie, je pense, qui est très importante pour ce qu'on va discuter aujourd'hui. Il avait une stratégie qui était à la fois basée sur le fait qu'il y avait une mission très claire, une priorité qui était la reconstruction de la France et de l'Europe. Et aussi, il avait une méthode qui était, à mon avis, très fructueuse, qui reposait sur le fait d'avoir des priorités, mais vraiment des priorités bien réfléchies. Il fallait avoir dans l'esprit un ordre. Est-ce qu'il fallait commencer par avoir des tracteurs? Est-ce qu'il fallait commencer par l'acier? Est-ce qu'il fallait commencer par le charbon? Tout ça, ça s'emboîte les uns dans les autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider à la légère. Donc, il faut des analyses économiques. Et aussi, surtout, il faisait travailler les gens ensemble. Et quand je dis les gens, ça veut dire qu'il y avait des chefs d'entreprise, des représentants du secteur privé, il y avait des syndicalistes, beaucoup. Il avait des très bonnes relations avec les syndicalistes et les travailleurs. Il avait aussi des très bonnes relations avec les experts, particuliers, mais pas seulement les économistes. Et quand même, les économistes et les experts, ça, c'est des trucs dans certains domaines, donc ça peut être utile. Et il avait aussi, évidemment, des relations avec les hauts fonctionnaires qui connaissaient comment faire marcher aussi la machine.
Donc quand on mettait tout ce monde-là autour de la table, qu'on avait cette espèce de concept de mission claire et d'état stratège, qui n'était pas une planification lourde, qui était vraiment une planification sans étouffer le marché, qui était plus une question de coordination. Et ben, ça a conduit à une réussite assez spectaculaire. Donc si on pense à la situation actuelle, on a un peu des ingrédients similaires. On est dans une situation, on a des défis très importants, le climat, l'énergie, la défense avec le soutien à l'Ukraine. On a des relations internationales très compliquées, on a des ressources très limitées. Et donc, quelque part, je pense que ça serait bien de réfléchir à cette expérience, parce que si on y pense bien, cette méthode Monnet, c'est un peu l'opposé de la démagogie, c'est l'opposé du populisme, c'est avoir des horizons de moyen à long terme et d'essayer de coordonner les bonnes volontés. Si on regarde dans le monde ce qui se passe, et donc le panel développera bien tout ce que je dis. Donc, un exemple de planification avancée, comme l'a bien dit Jean-Marc, c'est la Chine. La Chine a des plans quinquennaux, on en est au 15e, là. Et on peut dire d'une certaine façon, c'est à la fois efficace et pas efficace du tout. Donc c'est efficace parce que, comme l'a dit Jean-Marc, il y a quand même, la Chine a fait des progrès incroyables en termes de sortir les gens de la pauvreté, dans le domaine scientifique, maintenant a beaucoup de brevets, a des réussites industrielles incontestables. Quand on parle véhicules électriques, quand on parle même des domaines de robotique, etc., la Chine est tout à fait en pointe. Et en même temps, pourquoi je dis que c'est inefficace ? Parce que pour arriver à ce résultat-là, la politique industrielle a mis énormément de ressources. Mais tellement de ressources que, en fait, ça empêche d'une certaine façon la consommation des ménages en Chine, parce que les ressources sont toutes mises dans l'industrie, et ça conduit à des phénomènes de surproduction, des surproductions qui ne peuvent pas être absorbées dans le marché chinois, et qui donc arrivent en ce moment, par exemple en Europe, aux États-Unis, avec les conséquences que l'on connaît, mais qui donc aussi sont une menace pour les relations internationales, sont une menace pour l'ordre mondial d'une certaine façon, et traduisent un déséquilibre dans le modèle de développement. Donc ça, c'est du côté chinois. Quand on regarde ce qui se passe du côté américain, c'est tout à fait différent. Là, on est beaucoup plus du côté populiste. Et là, c'est aussi l'opposé du modèle de Monnet, parce qu'on est du côté où, en fait, on dézingue tous les experts, on n'aime pas les universités, on n'aime pas la science. En fait, on enlève les experts dans des postes clés et il y a une espèce de privatisation des fonctions stratégiques de l'État avec une collusion entre SpaceX qui remplace la NASA, entre les entreprises qui développent l'intelligence artificielle comme Meta ou comme OpenAI ou comme Anthropic, qui sont en train vraiment de donner les standards de développement de cette révolution industrielle qui est l'IA. Donc on a vraiment l'impression que c'est ça, c'est la privatisation des fondamentaux de l'État stratège, donc aussi très différent. Du côté de l'Europe, très brièvement, on a quelques initiatives qui ont trait au climat, le Green Deal, on voit bien les difficultés qu'on rencontre. On manque totalement de coordination, toujours du côté de la défense, de l'aide à l'Ukraine, du côté de notre position même vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Donc, grosso modo, il y a encore beaucoup de travail. Et donc, je conclurai, et je vais passer la parole en disant, ça serait bien qu'on essaye de ressusciter un petit peu l'esprit de Monnet, là, et de se creuser la tête pour savoir comment faire, pour avoir une planification douce à la Monnet, coordinatrice, qui nous permette vraiment d'avancer. Merci Hélène. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du monde très, très rapide avec nos différents intervenants. On va partir de la France, donc avec vous Clément Beaune. Vous avez été ministre de l'Europe puis des Transports, deux domaines où il faut voir loin. Et depuis un peu plus d'un an, vous êtes haut commissaire à la stratégie et au plan, qui fut, comme l'a rappelé Hélène, le foyer de la planification à la française. L'observateur de longue date de l'institution du plan que je suis peut dire au passage que vous êtes plus actif que votre prédécesseur. Qu'est-ce qui est différent entre la planification des années 40, 50, 60 qu'a évoqué Hélène et maintenant, et à quoi est-ce qu'on peut redonner vie ? Merci beaucoup. Je crois qu'on
on peut tirer un certain nombre de leçons effectivement de l'époque 1946 et la suite. On fête cette année les 80 ans du plan et de la planification à la française. Alors il y a eu des vagues, des hauts et des bas sans doute, mais on n'a quand même jamais désarmé complètement cette planification. Donc ça dit quand même quelque chose sans doute de ce besoin. Et aujourd'hui, alors je me méfie toujours des modes ou des tendances, on en reparle beaucoup, mais il faut voir ce qui est transposable ou pas transposable. On ne peut pas devenir ce qu'on a fait en 1946, on ne peut et on ne veut pas devenir le modèle chinois non plus. Puis on reparlera sans doute des États-Unis, qui est sans doute un peu compliqué à lire en ce moment. Mais il y avait des points qu'a très bien décrit Hélène sur la planification de 1946 dont on peut s'inspirer. Si je résume à très grands traits, le plan, c'était trois choses plus une. C'était effectivement des priorités. Donc ce document stratégique qui était le plan, qui était préparé pendant un an, il y avait un conseil du plan, des commissions, tout un processus. C'était un document réfléchi et donc on hiérarchisait les choses. On ne faisait pas tout à la fois, pas tout en même temps. Ça, peut-être, on l'a un peu perdu. On a beaucoup de documents de planification en réalité aujourd'hui. On vit un paradoxe français, sans doute européen. On en a eu beaucoup plus de données disponibles et de modèles disponibles qu'à l'époque de Monet, qui aurait sans doute rêvé d'avoir tous ces outils. Je ne parle même pas de l'IA, mais des tableaux, ne serait-ce qu'Excel, sans doute ça aurait été plus simple pour faire des plans. Quand on regarde les photos d'ailleurs de l'époque où les archives traçaient un certain nombre de tableaux à la main avec des calculs savants, mais enfin, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils. Et puis, on a des stratégies sectorielles, mais souvent des stratégies en silo. Je n'ai pas fait le compte exact, mais si on regardait le nombre de plans qui sont annoncés, soit par des collectivités, soit par l'État, dans des domaines du climat au transport, en passant par l'agriculture et la culture, on a sans doute des dizaines de plans sur plusieurs années ou sur de longs horizons. Mais on a peu de priorités claires. Ça, c'est la première chose dont on peut, je pense, s'inspirer utilement. Deux, des arbitrages. Ça, c'est un peu différent et j'insiste beaucoup là-dessus. Des arbitrages, ça veut dire que vous assumez non seulement qu'il y a des choses plus importantes que d'autres, mais vous assumez les avantages et les inconvénients des choses. Quand vous avez même des projets de transport, je vais prendre un domaine que je connais, et écologiques, par exemple des lignes de chemin de fer ou des lignes comme le Lyon-Turin, tous ces projets ont des inconvénients. Ils coûtent de l'argent, ils ont des impacts même environnementaux, etc. Et donc, avoir la capacité d'arbitrage, c'est-à-dire dire ça on fait malgré les inconvénients, on les assume et on les décrit, je pense que c'est très important et ça relève aussi du discours public et c'est ce que permettait le plan. Et puis il y a de la stabilité, c'est le troisième ingrédient. L'avantage immense de la planification à la française qu'on a sans doute perdu, même quand on a un plan dans un secteur aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des effets de yo-yo, d'essuie-glace, appelons ça comme on veut, qui font qu'on ne tient pas toujours nos objectifs et nos engagements, soyons honnêtes là-dessus. Je l'ai vécu sur des investissements de transport, mais c'est sûrement vrai dans les domaines d'investissement climatique ou de santé. Bon, vous avez en fait non pas tellement de la pluriannualité, mais de l'infra-annualité et des dispositifs de MaPrimeRénov' au leasing social. Si vous les changez tous les 3 mois, même s'ils existent encore, il y a un petit problème d'efficacité, de lisibilité, et on ne s'empare pas de ces dispositifs. Donc, priorité, arbitrage, stabilité, puis Hélène l'a très bien décrit, donc je ne fais que le mentionner, la méthode. C'était un long travail de concertation, de préparation avec les syndicats, avec les chefs d'entreprise, avec les associations, avec les différentes forces politiques. Je ne rêve pas qu'on vive exactement la même chose où Jean Monnet faisait les choses dans sa salle à manger autour d'un verre de cognac et d'un cigare, de manière très informelle et qu'un peu cachée. C'est sans doute pas possible aujourd'hui, peut-être pas totalement souhaitable. Il faut dire une dernière chose, et ça je ne le souhaite pas, mais c'était quand même, on parle de planification indicative ou de planification douce à l'époque Monet ou de ses grands successeurs comme Étienne Hirsch ou Pierre Massé, c'était une économie qui était largement administrée quand même. Quand on fixait des objectifs en matière de charbon, en matière d'électricité, en matière d'acier, c'était des immenses acteurs publics qui ensuite exécutaient les consignes du gouvernement. Je ne rêve pas du tout de ça, mais évidemment ça allait avec. Donc c'était une planification qui était plus facile à faire qu'aujourd'hui. Mais ces 3 ingrédients plus la méthode, je pense que ça on peut les retrouver aujourd'hui. Moi je le défends, qu'on ait des lois de plan, comme on avait à l'époque, peut-être des lois des grandes options, comme appellent ça nos amis portugais, qui soient votées au Parlement et sur lesquelles, sur la démographie, sur le climat, sur la gestion de l'eau, sur la défense, on fixe des objectifs, on les assume publiquement et on s'y tienne. On a l'impression, en vous écoutant, que le défi est peut-être surtout et d'abord politique. Oui. On va continuer, on va aller un peu plus au sud avec Mohamed El Kettani. Vous êtes PDG d'Attijari Wafa depuis près de 20 ans. Attijari Wafa, c'est la première banque du Maroc, c'est la 5e banque d'Afrique. Et donc, d'abord, vu du Maroc, la planification, qu'est-ce que c'est pour vous ? Merci Jean-Marc.
Pour le Maroc, la planification fait partie de la culture de gouvernance du pays. Et si je me réfère uniquement aux 25 dernières années, nous avons vécu 2 phases importantes. La première phase qui a coïncidé avec le changement de reine, donc l'avènement du roi Mohamed VI, et qui est venu avec une vision stratégique de remise en marche du pays et de développer de manière massive les infrastructures de classe mondiale, parce que c'est la seule manière d'attirer l'investissement direct étranger et national. Et c'est pour cela que pendant les 20 premières années, de 2000 à 2020, le Maroc a connu une transformation radicale. Il a construit le port Tangemed, qui en l'espace d'une décennie est devenu le premier port africain, le premier port méditerranéen, le top 15 mondial et le 6e port en termes d'efficience opérationnelle. Il a multiplié par 5 le réseau autoroutier. Il a mis en place la ligne grande vitesse avec un partenariat notamment franco-marocain. Et il a misé sur la transition énergétique en développant les énergies renouvelables. De sorte qu'aujourd'hui, le Maroc dispose de la première capacité éolienne africaine et solaire. Et le mix énergétique actuellement est de 45% en faveur des énergies renouvelables. Et le plan de développement prévoit à horizon 2035 de dépasser les 52% au niveau du mix énergétique. Ça, c'est la première phase qui était une phase aussi d'accélération industrielle via le développement de zones industrielles intégrées qui a permis au Maroc de développer une filière automobile à l'export extrêmement importante. Nous avons aujourd'hui la première capacité d'exportation de véhicules à travers le monde avec pratiquement 1 million d'unités par an et la première filière aéronautique de composants aéronautiques africaines au Maroc. Il n'y a pas un avion qui sort de Boeing ou d'Airbus où il n'y a pas au minimum un composant d'origine fabrication marocaine. Donc, et nous vivons actuellement une deuxième phase. Et cette deuxième phase, c'est l'initiation d'un nouveau modèle de développement qui mise essentiellement sur le capital humain, comment transformer justement cette jeunesse en talent pour assurer une montée en gamme de l'économie nationale et accélérer l'industrialisation du pays via le digital et via le recours à l'intelligence artificielle. Et ce nouveau modèle de développement est le fruit d'un travail collectif qui a mobilisé le gouvernement, le Parlement, les partis politiques, quelle que soit leur couleur, la société civile, la jeunesse. Et c'est un travail de plus d'1 an et qui a balisé le grand cap et la vision à horizon 2035. Merci. Donc on voit qu'il y a certains des ingrédients qu'il y avait dans la planification française des années 50-60 et qu'il y a aussi d'autres éléments plus spécifiquement marocains. Youssouf Makoun, vous êtes managing partner de Cranmore. C'est un consultant financier qui est spécialisé dans les infrastructures et la transition énergétique. Vous êtes turc, britannique, vous avez été formé en France et vous travaillez maintenant aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi. Et donc, même question qu'à Mohamed, la planification dans les Émirats, qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on observe donc dans le Golfe? Le Golfe fait partie... Je crois qu'on n'entend pas très bien, donc soit il faut mettre le micro plus... Oui, vous m'entendez? Donc, le Golfe est composé de plusieurs pays. Un pays dominant, l'Arabie Saoudite, et quelques autres pays économiquement très très forts, dont les Émirats, dont le Qatar, qui commencent maintenant à devenir des économies de taille. L'approche a été assez différente parmi les pays, mais avec des traits communs qui pourraient être pertinentes, même si les santé de finances publiques et les types de gouvernement sont très très différents vis-à-vis de l'Europe. Je vais commencer par l'exemple de l'Arabie Saoudite, qui s'est articulé autour d'une vision 2030, comme ils l'ont appelé, qui a été en fait une approche systématique d'utilisation de capitaux privés pour ce qui était de la promotion d'infrastructures énergétiques et plus classiques, à défaut de prouver le contraire. Donc une méthode très très claire, très centralisée, avec une agence autonome et qui faisait en sorte que
dans un premier temps, l'exécution devait se faire rapidement et en même temps qu'un monitoring assez rigoureux et un retour d'informations rapides pour ajuster le tir si c'était nécessaire. Il y a eu des exceptions qui n'ont pas bien tourné, comme Neom, qui avait une exception permanente vis-à-vis de ce que je viens de décrire, qui est dirigé par le Centre national de privatisation, NCP, et qui est soutenu par PIF. On connaît les questions que Neom est en train de voir aujourd'hui. Les Émirats, c'est un peu différent, mais malgré tout avec ce focus de bankabilité systématique. Donc il faut une exécution rapide avec des capitaux privés si possible, de manière systématique, et avec une méthode qui essaye de préserver la concurrence. Donc dans une certaine mesure, tout se fait par appel d'offres, et en parallèle, on crée des champions nationaux qui peuvent matcher ce qui se fait comme résultat d'appel d'offres. Donc un plan, mais qui préserve un petit peu des politiques, des systèmes de marché, et qui, dans la mesure du possible, dans certains des pays, notamment, se repose également sur une voie, je ne dirais pas démocratique, mais inclusive, une voie inclusive assez large. Donc consensuelle sur les priorités à déterminer. Donc, en quelque sorte, l'État partenaire de priorités stratégiques avec des méthodes de marché et une exécution assez systématique avec un retour d'information. Voilà. Merci. Donc là, on retrouve la concertation qui était importante dans la planification française, mais le rôle important des capitaux privés et puis vitesse d'exécution aussi. Donc encore un autre modèle. Alors là, on va aller dans un endroit... Si je peux, oui, très rapidement, un point que j'ai oublié, en fait, capitaux privés au centre contre-cyclique dans la mesure du possible, avec des buffers financiers qui sont là dans la mesure où il y a des chocs externes également. Donc dans des périodes difficiles, le gouvernement intervient avec ses fonds souverains, oui. En soutenant les projets comme substitut de capitaux privés, mais à défaut de ça, de manière contre-cyclique, systématique appel aux capitaux privés, étrangers si possible d'ailleurs. Mais parce qu'il a des réserves financières que n'ont pas forcément tous les autres pays. On va maintenant aller dans un endroit où vous pourriez vous dire que la notion de planification n'existe pas, avec Heidi Krebo-Rediker. Heidi est une économiste américaine, elle œuvre au Council on Foreign Relations, qui est un think tank américain qui travaille beaucoup sur l'international. Vous êtes passé auparavant par l'administration Obama, le Sénat et puis la Banque d'investissement en Europe, donc vous avez un regard très complet. As you are American, let's switch to English. Vous êtes américaine, je passe donc à l'anglais. Est-ce que planification économique veut dire quelque chose aux États-Unis? Merci beaucoup. Oui, le planning, la planification, ce sont des mots que l'on peut utiliser aux États-Unis de nouveau. Mais lorsque l'on pense à la politique industrielle et à l'évolution des États-Unis, les États-Unis veulent devenir résilients, investir dans leur territoire, notamment en matière de sécurité nationale et de sécurité technologique. Ce sont trois types de technologies qui convergent et donc nous devons investir dans notre propre résilience afin de créer des emplois qui ont été perdus au terme d'années. Nous devons promouvoir également la croissance. On a de plus en plus envie, surtout chez Trump, de voir la politique industrielle prendre des risques majeurs et de repousser les limites de ce que l'on a vu durant le mandat 1 de Trump et durant le mandat de Joe Biden. Et durant l'année qui vient de s'écouler, on a eu une approche très masculine et audacieuse qui a été mise en œuvre par le gouvernement américain qui prend des participations dans des entreprises privées et publiques. Ainsi, il y a de nombreuses agences qui
sont là et le département du commerce a pris des participations dans de nombreuses entreprises et le Conseil sur les relations internationales est en train de retracer des milliards de dollars qui ont été investis par le département du commerce, de la défense, de l'énergie et de notre International Finance Corporation à l'étranger. Par exemple, il y a eu une participation de 10% chez Intel qui a été prise et beaucoup d'entreprises de mécanique quantique ont reçu des investissements sur la base industrielle. Il y a eu une expansion des outils, surtout pour les minéraux critiques, les terres rares et la production d'aimants. Ainsi, on retrouve tout un ensemble d'outils que les États-Unis utilisent depuis de nombreuses années. Mais on a repoussé les seuils de prix. Il y a eu des prêts, des garanties, des incitations fiscales. Et ce que l'on fait aujourd'hui, c'est différent d'un point de vue qualitatif. Donc ça, c'est le premier point que je souhaiterais faire. Je pense qu'en définitive, on va obtenir un fonds souverain aux États-Unis. On est bien placé pour y arriver. Mais je souhaite vous rappeler qu'à la fin du mandat de Joe Biden, on parlait déjà d'un fonds souverain et on parlait d'un besoin en investissement, de fonds propres, surtout dans les entreprises qui avaient du mal à rivaliser sur le marché. Il y avait des intérêts pour la sécurité nationale, mais les marchés ne nous permettront pas d'y arriver. Je ne pense pas qu'à l'époque, on a envisagé cette solution, mais ça a poussé les administrations Trump, Biden et l'administration actuelle à faire ce qu'ils ont fait. Merci. Encore une fois, c'est une approche qui est encore différente. Et on a parlé de SpaceX, d'Anthropic et d'OpenAI. Ce qui se passe aujourd'hui est très différent pour ce qui est des prises de participation. Il y a une conversation binaire en ce moment. L'administration Trump veut prendre des participations dans les entreprises d'IA. De l'autre côté, on retrouve Bernie Sanders et les autres démocrates qui indiquent que c'est une question existentielle. Et en ce moment, aux États-Unis, on ne parle que d'IA. L'IA domine nos discussions sur le futur de l'économie et sur la perturbation du marché du travail. On considère l'IA comme le moteur de ces grandes entreprises qui ont utilisé des données de l'humanité tout entière. Et le concept derrière les prises de participation, c'est qu'on va perdre des emplois. Heureusement, aujourd'hui, il y avait le capital universel de base. Avant, il y avait le revenu universel de base. Maintenant, il y a ce nouveau concept mentionné par la Silicon Valley, par les républicains, mais aussi les démocrates. Industriel aux États-Unis que ce que vous aviez il y a quelques minutes. Laurence Tubiana, vous êtes directrice de la Fondation européenne pour le climat. Vous avez œuvré pendant longtemps à tout ce qui est à la fois réflexion sur les questions de transition écologique et énergétique, et puis aussi de négociation, notamment à Kyoto en 1998, et puis vous avez été l'une des chevilles ouvrières de l'accord de Paris en 2015. Et pourquoi pour vous il faut planifier dans la transition énergétique et écologique? Est-ce qu'il faut le faire à l'échelon français, à l'échelon européen? Tout d'abord, et ça a été une discussion très importante quand on a négocié l'accord de Paris, j'ai tenu à ce qu'il y ait des objectifs de long terme et des stratégies de long terme. C'était quelque chose de pas habituel, puisque jusque-là, on avait pensé réguler un peu les émissions de gaz à effet de serre avec des périodes assez courtes, tous les 5 ans. Et l'idée même, d'ailleurs, c'était d'avoir un accord qu'on renouvelait tous les 5 ou 10 ans. Et c'était assez intéressant parce que quand j'ai posé cette hypothèse dans un dîner, vous savez, il y a toujours des préparations avec un certain nombre de parties, il y a eu 2 réactions très différentes.
une personne qui était à ce moment-là dans l'administration Obama à la Maison-Blanche en disant mais pourquoi on va ajouter une complexité? Et puis évidemment, l'envoyé spécial chinois, que je connais très bien, a dit oui, en fait, il faut faire ça, il faut avoir le long terme. Et dans mon idée, le long terme, c'était une manière de gérer les contradictions, les trade-offs, évidemment les choix. Et qu'on ne peut pas faire ça à court terme, on ne peut pas tout d'un coup électrifier tout. Il faut regarder où on va, il faut voir les investissements où ils vont aller et gérer les déplacements de travail, toutes les restructurations qu'il faut impérativement faire. Et d'une certaine façon, ça commence à marcher parce qu'il y a beaucoup de pays qui se sont lancés dans ces stratégies de long terme. Je prends un exemple un peu paradoxal. Le Nigeria, par exemple, a une stratégie de neutralité carbone un peu après le milieu du siècle, alors que c'est un pays exportateur de pétrole. Et ils sont en train de réfléchir à leur sortie de la dépendance au pétrole et au gaz avec cette vision de long terme. Je dis ça parce que sans ça, on ne peut pas lutter contre le changement climatique. On va trop lentement, ça c'est évident, mais on ne peut pas parce que c'est une transformation d'une économie qui s'est structurée depuis le 19e siècle, basée sur les énergies fossiles. Donc on ne peut pas imaginer qu'on fait ça rapidement. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit toute l'économie. Ça ne peut pas être juste l'énergie ou juste le transport. Et donc c'est forcément des arbitrages et des priorités. Et puis c'est l'énorme élément de modernisation et d'investissement. Et ça, c'est peut-être le principal obstacle, en particulier pour les économies européennes d'aujourd'hui, c'est d'avoir une capacité d'investissement sur ce long terme, alors qu'on est, pour des bonnes raisons d'ailleurs, obsédé par les raisons de dette et d'équilibre budgétaire. Donc là, il y a un trade-off majeur dont je ne vois pas comment... Enfin, il faut en sortir, mais qui ne nous permet pas de faire cette action de transition et de mettre en œuvre le Green Deal. Alors, juste, je voudrais dire quelque chose. On a l'impression que l'Europe, c'est pas important du point de vue du changement climatique. Mais en fait, si l'Europe renonce ou ralentit, l'effet est dévastateur sur toutes les autres économies. Bon, à part aujourd'hui l'économie américaine, mais c'est vraiment dévastateur. Donc, si on rate le long terme, cette planification qu'il faut faire, quel que soit le terme qu'on emploie, eh bien, on fragilise très profondément. Parce que pour beaucoup de pays, c'est extrêmement difficile d'envisager cette sortie des énergies fossiles. Alors, on va revenir sur la dimension européenne, mais avant, je voudrais qu'on termine le tour du monde je voudrais demander d'abord à Mohamed, quand on s'était vu il y a 15 ans, vous m'aviez dit, Attijari Wafa est présent dans 2 pays africains. Et là, quand on s'est parlé, vous m'avez dit maintenant c'est 15 pays africains. Et je voudrais juste que vous nous disiez un mot sur la planification dans les pays africains. Laurence parlait à l'instant du Nigeria. Est-ce qu'il y a un ou 2 points que vous voulez signaler sur ce que vous voyez dans les pays africains? Je crois en un mot, il faut comprendre que l'Afrique planifie davantage qu'on ne le croit. Et le continent africain n'est pas un continent sans stratégie. Et que le dénominateur commun aujourd'hui, c'est que sous la pression des populations, les gouvernants sont appelés à adopter des plans de développement stratégique à moyen et long terme qui puissent améliorer la croissance économique et la création d'emplois pour ces centaines de millions de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Et de ce fait, je vois à travers notre département d'études économiques, parce qu'avant d'engager un investissement dans un pays africain, nous analysons, entre autres, les plans nationaux de développement de ces pays-là. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que l'essentiel des pays africains, aujourd'hui, se sont dotés de plans nationaux de développement à moyen et long terme. Au niveau de la conception, elle est belle. Elle est parfaite. Elle répond aux standards internationaux. Mais le problème, c'est la capacité d'exécution, c'est la mobilisation des financements à long terme et c'est la stabilité et la continuité. Il ne faut pas que ce soit un plan au gré des mandats électoraux. Et c'est là où se situent vraiment les difficultés. C'est que comment assurer la pérennité de ces plans, peut-être en les adaptant, surtout avec un contexte extrêmement volatile aujourd'hui, ne serait-ce que sur le plan géostratégique. Et les impacts sur les pays africains, on peut adapter, mais on peut adapter dans la durée. Je rejoins ce qui a été dit, c'est que dans une vision et dans une planification, il faut avoir une vision de très long terme.
Il peut y avoir des accidents de parcours, mais le cap doit être maintenu. C'est ça le plus important. Ça rejoint aussi les difficultés qu'évoquait Clément tout à l'heure sur la nécessité d'avoir le long terme et la dimension politique. Heidi, Hélène told us that planning in China did work. La planification en Chine a marché et n'a pas marché. Vous connaissez la Chine également. Qu'en pensez-vous? J'ai beaucoup d'admiration pour tout ce que la Chine a pu faire ces dernières décennies. La Chine s'est transformée. Bien plus qu'on aurait pu l'imaginer. Et aujourd'hui, la Chine est le leader dans de nombreuses technologies, dans de nombreuses innovations. La Chine fait face à des difficultés avec la bulle immobilière, avec le chômage des jeunes. Et je pense que c'est un secteur dans lequel les États-Unis et la Chine pourraient coopérer de manière plus étroite, étant donné que nous sommes tous les deux leaders de l'IA et nous avons vu les premières étapes de perte des emplois. Et nous devons donc nous tourner vers les jeunes avec des diplômés de physique qui sortent de l'université, qui conduisent un Uber, qui font des livraisons. Je vous dis ça parce que ma fille m'a donc raconté qu'elle avait des amis chinois. Ils lui ont parlé de la politique de l'enfant unique qui n'avait pas de place à l'université. Et c'est ce que je vois aujourd'hui aux États-Unis, ces diplômés qui ne trouvent pas d'emploi. Et ça, je pense que c'est un phénomène que les États-Unis et la Chine voient avant même l'Europe. Nous devons donc nous y atteler ensemble. Il y a une dimension qui est essentielle, qui est la dimension européenne. Jean-Hervé Lorenzi, quand il a lancé ces journées économiques, a expliqué qu'il y avait vraiment une notion européenne absolument centrale à avancer. Je voudrais commencer par demander à Clément. Vous êtes responsable de l'instance de planification française. Comment vous voyez l'articulation avec les dimensions européennes et pourquoi c'est important de faire ça à l'échelle européenne aussi ou non? Oui, c'est évidemment important parce qu'il y a des sujets sur lesquels on a besoin d'investir ensemble. Si on veut une stratégie de l'IA, si on veut même renforcer notre effort de défense et notre autonomie de défense, il va falloir qu'on ait des coopérations industrielles européennes. On vient de sortir un travail là-dessus. Donc peut-être pas à l'échelle des 27, mais en tout cas on a des outils de coopération. Moi je vois aussi l'Europe comme, évidemment, c'est un peu dans mon ADN, mais comme un outil d'aiguillon pour nos bonnes idées ou nos bonnes pratiques. La planification, c'est aussi regarder ce qui marche ou ce qui ne marche pas à l'extérieur. Alors, dans la planification elle-même, on a parlé de la planification chinoise, qui est à la fois pas notre modèle, mais qui objectivement a produit des résultats technologiques, industriels, exceptionnels. Bon. Par cette stabilité, par cette autorité aussi ou cette verticalité, mais par cette stabilité. Mais quand on regarde par exemple sur des sujets qui sont des défis communs, la démographie, l'adaptation à l'IA ou les capacités de calcul, l'effort de défense et le renforcement de notre sécurité, on peut regarder ce que font les autres Européens. Je prends un seul exemple, on a regardé récemment les politiques de natalité, de soutien aux familles. On a regardé le modèle nordique versus ce qu'on pourrait appeler un modèle entre guillemets hongrois, qui consiste à faire des chèques aux familles, avoir une certaine vision traditionnelle de la famille. Bon, c'est pas subjectif. Ce qui marche le mieux, c'est plutôt le modèle nordique de congés parentaux, de congés de naissance, etc. Bon. Donc dans nos réflexions de planification de politique publique, regardez ce que font les autres Européens, c'est important aussi. Et puis deux autres choses très rapides. Je le disais rapidement tout à l'heure, il y a des pays européens qui sont plutôt en train de renforcer leur stratégie de planification aujourd'hui. Je parlais des lois de plan à la française, j'ai cité le Portugal, c'est un bon exemple, parce que d'abord je trouve ça joli, il appelle ça la loi des grandes options. Quand une nouvelle majorité, un nouveau gouvernement arrive au Portugal, ils votent pour 5 ans, enfin pour la durée de la coalition, les grandes priorités, politique d'immigration, politique familiale, politique d'investissement des infrastructures, etc., etc. Et c'est débattu au Parlement, ça rappelle un peu ce qu'on faisait avec les lois de plan en France, je pense qu'on devrait s'inspirer de ça. Et puis l'échelon européen lui-même, alors on décrit sa lourdeur, sa technocratie, etc., et c'est parfois vrai, il a quand même un avantage, c'est qu'il apporte de la stabilité. Le budget européen, qui est en train d'être négocié, c'est un cadre financier, comme on l'appelle, pour 7 ans. Et il est difficile à réviser. Alors c'est parfois un inconvénient quand il y a des crises,
Enfin, on a réussi, y compris sur l'Ukraine, mais c'est aussi, c'est d'ailleurs pour ça que la PAC, c'est pas seulement un chèque à nos agriculteurs, c'est aussi une garantie de stabilité sur 7 ans. C'est pour ça que c'est aussi important. Et ces politiques européennes et ce budget européen, ils ont toujours gardé une dimension pluriannuelle. J'insiste d'un mot au passage sur les outils. On a parlé de la méthode, on a parlé du fait qu'il y avait des priorités, des arbitrages. Si on veut qu'on ne soit pas dans le yo-yo, l'essuie-glace que je décrivais, je crois qu'il y a une réforme fondamentale, qui n'est pas technique, qui est très politique, c'est d'avoir des budgets pluriannuels impératifs. Et ça, c'est possible. D'abord, il y a quelques pays européens qui le font, comme l'Autriche, mais qu'on ne discute pas chaque année, qu'on ne puisse même pas discuter chaque année hors crise, de tel ajustement dans un dispositif fiscal ou budgétaire. Ça doit être stable. Ça nous évitera d'abord bien des débats, des migraines au Parlement, et surtout, pour des investisseurs, pour les citoyens tout simplement, savoir à peu près à quoi ressemble votre feuille d'impôt ou à quoi ressemble le cadre réglementaire et fiscal. Il n'y a pas besoin de le changer tous les ans, voire tous les 6 mois, honnêtement. Et le plan, c'était ça à l'époque. Comme on n'a plus de plan et pas de budget pluriannuel, on a un problème. Donc je pense qu'il faut qu'on ait des budgets pluriannuels impératifs. Ça n'est pas de la science-fiction, hein. On a voté en France en 2011, dans les 2 chambres du Parlement d'ailleurs, une réforme qui proposait des lois cadres impératives. Ça n'a pas pu aller jusqu'au Congrès, jusqu'à la révision de la Constitution. C'est disponible, c'est sur la table, c'est écrit. Je pense que c'est une bonne réforme. Laurence, votre fondation est une fondation européenne. Clément a évoqué en quelques mots la machine européenne. Pour vous, comment est-ce qu'on peut avancer en termes de planification à l'échelon européen ? D'abord, il y a une profonde révision du mindset, enfin de la philosophie de l'Union, qui s'est quand même fondée sur vraiment des lois très fortes sur la concurrence, plutôt de la régulation que de l'investissement, et un budget européen qui est extrêmement limité par rapport aux grands enjeux. Et puis, l'idée de politique industrielle n'était pas là. Je crois qu'il y a une seule politique sectorielle qui a existé vraiment au plan européen, c'est la politique agricole, et bon, avec des succès qu'on peut contester. Mais le reste, c'était le marché, c'était l'ouverture. Encore aujourd'hui, la grande réponse à la crise de relations avec les Américains pour l'Europe, c'est d'avoir des accords de libre-échange en plus. Alors, je n'ai rien contre ça, parce que le protectionnisme n'est pas forcément une bonne chose, mais le fait de changer... et c'est assez intéressant parce qu'au fond, l'Europe, elle a été très influencée par les doctrines britanniques de régulation à un moment. La 3e voie de Blair, ça a influé beaucoup sur tous les milieux politiques et le milieu européen. Les Britanniques sont partis, mais la logique reste. Donc il y a vraiment un changement de modèle. On l'a vu sur les problèmes des aides d'État. On voit le débat sur la procurement, enfin sur les achats publics. Il y a une révolution à faire pour dire on n'aura pas d'industrie si on n'a pas de politique industrielle. On n'aura pas de politique industrielle si on n'a pas d'investissement. Et il faut créer cette demande. Et donc c'est l'intervention de l'État. Alors est-ce qu'on va aller jusqu'à l'equity share, enfin les formes de renationalisation qu'on a vues en Chine, parce que très largement c'est ça qui a été fait. Et avec cet énorme trade-off, est-ce que si on veut continuer la transition énergétique, comment on n'est pas à 100% dépendant des exportations chinoises? Donc c'est le vrai dilemme d'aujourd'hui. Ça fait évidemment, votre propos faisait écho à ce que racontait Heidi sur ce qui est mis en place aux États-Unis. Youssouf, je voudrais juste d'un mot, vous êtes à l'extérieur de l'Europe, mais vous voyez aussi bien ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui permettrait de faire qu'il y ait une planification en Europe qui ressemble un peu à ce que vous avez pu nous décrire, très rapidement? Et puis, ce que je voudrais qu'on prenne au moins une question de la salle. Un premier point que je ferai, c'est que l'Europe ne s'est pas mal débrouillée. Je vous prie de m'excuser, mon français n'est pas au jour Non, le mais jour. ça fait du bien d'entendre des gens de l'extérieur de l'Europe qui nous disent ça. Surtout pour ce qui est, par exemple, du changement climatique et de la transition énergétique, l'Europe est un exemple fort. Bon, il y a eu des sujets qui n'ont pas très bien marché, mais l'investissement dans la transition énergétique a été quasiment sans comparaison en Europe. Bon, aux US et la Chine également, peut-être, sans doute, mais... et en termes, par exemple, d'infrastructures et d'interconnexion entre pays européens, les investissements ont été significatifs. Donc, la planification européenne, peut-être, n'est pas idéale, mais ce n'est pas un échec total, vu de l'extérieur. Les sujets qui se posent, bien sûr, c'est une continuité de compétition
Donc, ce n'est pas un État qui se substitue au marché, mais c'est un État qui donne des options et peut-être dirige un petit peu avec des incitations. Comment est-ce que ça va se faire? Le retour sur expérience et l'information qui remonte et les réajustements au vu du fait que maintenant on est dans un monde sans repère, comme on l'a dit. Donc, comment est-ce que cet nouvel effort de planification va réagir à l'environnement très incertain dans lequel nous sommes? Je ne suis pas sûr que être planificateur multi-année de manière très très stable, comme on le dit, c'est l'intention bien sûr, mais comment est-ce que ça va être géré? Ce qu'on voit dans certains pays, ce ne sont pas des exemples idéaux, mais ce qu'on observe, c'est que le Moyen-Orient a été très très ouvert à changer de cap, notamment pour ce qui est des technologies, l'adoption de l'IA, la régulation autour, et l'investissement également stratégique avec le secteur privé. Donc naviguer sans repère, mais avec une planification qui fait même un repère, et en changeant de cap, tout en essayant de garder un cap. Voilà l'équation. Est-ce qu'il y a une question de la salle? Hop, micro. Est-ce que quelqu'un peut apporter un micro? Je vais le faire tout de suite. Merci de vous présenter et d'être concis. Bonjour Philippe Henry. Une question plutôt pour Clément Beaune. Une question de manœuvrabilité. Comment on fait pour planifier quand on a 3500 milliards d'euros de dette, que la croissance depuis 10 ans en Europe en net dépasse pas 1%, mais qu'on a 2 ou 2,5% de croissance de nos dépenses publiques? Voilà, la dette qui était dans une session précédente revient par la fenêtre. À vous, Clément. La planification, ce n'est pas nécessairement la dépense sans compter. Donc, si on veut justement, je vais prendre à l'inverse, je pense, comme vous semblez le suggérer, qu'on va devoir faire un effort de consolidation financière, budgétaire très fort. Après, il y aura des choix politiques. À quel rythme, avec quelle composition de cet effort? Si vous me demandez mon avis, ce sera évidemment plutôt par des baisses de dépenses que par des augmentations de prélèvements obligatoires. Certains auront d'autres solutions. Bon, enfin, en tout cas, raison de plus pour le planifier. Parce que ce qui est sûr, c'est que même s'il y avait un effort, et il doit y avoir un effort de baisse de dépenses significative, très significative, notamment d'efforts sur les dépenses sociales, et on en parle moins, mais aussi sur les dépenses locales, c'est des trajectoires pluriannuelles. Je vais prendre un exemple, parce qu'on a fait un petit travail là-dessus récemment. Moi, je pense que, sans stigmatiser, la dépense locale dont on parle moins, je le disais, c'est 20% de la dépense publique. Donc une part de l'effort, pas forcément une part disproportionnée, mais enfin une part de l'effort portera aussi sur la dépense locale. Les collectivités, disent à juste titre, vous êtes sympa, mais je ne sais même pas ce que sera la dotation que me verse l'État à moi commune, moi département, moi région, dans 3 mois, dans le prochain budget, et même en cours d'année, vous la changez. Bon. Si on leur dit, écoutez, il y a une part d'effort à faire et de maîtrise des dépenses, il faudra aussi qu'on leur dise, mais vous avez des garanties, même si c'est des garanties à la baisse, sur vos dotations de fonctionnement et d'investissement dans les années qui viennent. Donc, j'allais dire, la planification, surtout quand il y a un effort à faire, est un outil encore plus nécessaire. Ensuite, planifier, ça ne veut pas dire ce qu'on met dans la planification. Donc je pense comme vous que ça fera partie des sujets sur lesquels, s'il y a une loi de plan ou une loi des grandes options, comme je le souhaite, à partir de 2027, et peut-être avec une majorité parlementaire, rêvons un peu, eh bien on devra inclure la trajectoire budgétaire dure dans cette planification. La notion de priorité, évidemment, est aussi une façon de répondre. La variété des formes de planification est tout à fait impressionnante de ce que vous nous avez raconté. Je pense que nous pouvons vous remercier pour ça et nous pouvons planifier dès maintenant des remerciements.